Je ne t'ai pas présenté parce que tout le monde te connaît. Mais Nicolas Diacono, expert de l'échangeur, ami de notre communauté et qui, avec Guillaume, qui est peut-être dans le coin, nous apporte ces souffles qui font du bien en début de séance. À toi. On va essayer en tout cas. Donc tout simplement, alors je ne vais pas vous parler forcément de Web3, NFT, crypto aujourd'hui, quoique, parce que j'ai une autre passion, c'est la science du vivant, parce qu'à la base je suis biochimiste. Donc on va rentrer dans le domaine de la science et de montrer comment la science peut aider évidemment le business, le commerce, face à tous les enjeux auxquels on va devoir, qu'on doit déjà affronter. Déjà, concrètement, il y a déjà des choses qui existent. On parlait de l'emballage, de réduire les déchets tout à l'heure. Il y a des sociétés comme ce que propose Hipli qui permet d'avoir un emballage pour envoyer ses commandes en fait en ligne via ce biais-là, qui sont recyclables plus d'une centaine de fois, ces enveloppes, ce qui va diminuer le nombre de kilos de déchets liés au packaging, au carton et autres, de 25 kilos pour chacune des enveloppes, et réduire l'empreinte carbone, du coup, de 80%. Donc on a déjà des startups, alors il y a Hipli, il y en a plein d'autres, qui se positionnent sur ces sujets-là, et derrière, en tant que consommateur, vous repliez l'enveloppe une fois que vous avez reçu votre paire de chaussures, et vous la mettez dans la boîte aux lettres, parce qu'elle est préaffranchie. Donc plutôt intelligent, réutilisable, et il y a bien d'autres solutions. Donc il y a des sujets, après économiques bien évidemment associés à ça, mais en tout cas ça existe, ça fonctionne, et ça a un impact positif. On peut aussi réparer son électroménager. Une société qui existe depuis un certain nombre d'années, Spareka, qui travaille d'ailleurs avec Leroy Merlin, permet d'avoir une marketplace pour aller récupérer les pièces pour réparer sa machine à laver, son aspirateur. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un appareil électroménager sur 2 est balancé à la déchetterie, alors que potentiellement il est réparable. Ce qui engendre forcément un impact carbone monstrueux et donc un impact négatif au niveau écologique, évidemment, sur ces produits-là qui ne sont pas forcément toujours d'ailleurs bien traités, recyclés et remis dans la filière à différents niveaux. Donc on a des sociétés comme celle-ci qui proposent des solutions assez pragmatiques et du coup permettent de prolonger la durée de vie de nos produits. Et puis on va les réparer, c'est bien, encore faut-il pouvoir le faire. Et c'est la vraie problématique aujourd'hui, notamment au niveau des industriels, c'est le design. C'est-à-dire que si on ne design pas un produit pour qu'on prolonge sa vie, pour qu'il soit optimisé, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Et derrière, c'est là où les designers vont avoir un vrai travail aussi à faire en amont sur la création des produits pour que toutes les pièces puissent être facilement réutilisables, facilement recyclées, que les métaux utilisés dans les pièces électroniques puissent être facilement récupérables, ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourtant, ça pourrait permettre déjà d'avoir une forme d'indépendance géopolitique vis-à-vis de ces métaux rares et autres. Ça pourrait aussi diminuer les coûts. Et puis, on a une autre façon aussi de revoir peut-être les process industriels. Forest, c'est une société très intéressante. Il faut savoir que quand on coupe un arbre pour faire du mobilier, il y a 50% de l'arbre qui part à la poubelle. D'accord ? C'est des déchets. Donc, en fait, on ne valorise que 50% de la coupe. Forest ont trouvé une solution pour récupérer ces déchets-là, les réutiliser dans les imprimantes 3D et recréer du mobilier par ce biais-là. Ce qui fait que 100% de l'arbre est exploité et donc potentiellement ça veut dire qu'on a besoin de 50% moins d'abattage d'arbres pour créer le même nombre de meubles grâce à de l'impression 3D en réduisant en poussière ces déchets-là et en les réinjectant derrière sur les imprimantes spécifiques. On va également lutter contre les déchets alimentaires, ça a été mentionné dans l'étude d'OpinionWay. On a effectivement SmartWay qui permet d'optimiser ces DLC. On a aussi d'autres sociétés comme Orbisk qui dans les restaurants, via de l'intelligence artificielle, va reconnaître tout ce qui est jeté tous les jours, à tous les repas, toutes les semaines dans les restaurants. Et derrière, au fil de l'eau, ça va apprendre. Et derrière, ça va permettre au cuisinier d'optimiser ses plats, optimiser aussi vis-à-vis du goût de sa clientèle pour limiter les déchets journaliers dans ses cuisines. Et donc optimiser aussi ses commandes et donc forcément optimiser aussi son chiffre d'affaires et ses bénéfices grâce à l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'image. On a Chef Engine qui travaille, et ça c'est intéressant, qui travaille avec Google. Et eux, ils se mettent en position de fournisseur pour les magasins de proximité aux États-Unis. Et en fait, le business model, c'est que vous allez, en tant qu'enseigne, vous n'allez payer que les produits qui ont été vendus. Parce qu'ils assurent qu'eux, ils optimisent vos commandes grâce à leurs algorithmes pour qu'en fait, il y ait zéro perte
et 0 produit jeté à la poubelle. Et donc ils optimisent ça, et leur business model, c'est qu'effectivement, vous les payez uniquement aux produits vendus en magasin, donc ils ont intérêt à être plutôt bons s'ils veulent gagner leur vie, évidemment, sur le long terme. Et encore une fois, c'est de l'algorithme, des intelligences artificielles derrière qui font tourner les deux systèmes ici. Et puis, dans la science du vivant, il y a des choses très intéressantes. Je ne sais pas si vous connaissez Rip Labs. Rip Labs, ils utilisent des agents bioactifs qui vont permettre de prolonger la durée de vie, par exemple, d'une mangue de 15 jours. Ce qui est juste énorme. Pour les enseignes alimentaires, c'est juste monstrueux. Et c'est pareil sur tous les produits issus de fruits, légumes et autres. Donc on peut mettre des stickers directement sur le produit ou dans les cagettes, et automatiquement, grâce aux agents naturels issus du monde du vivant, ça va permettre de limiter le fait que le produit pourrisse, moisisse d'une quinzaine de jours. Et donc forcément, limiter les déchets. Et au niveau logistique aussi, ça permet de changer la donne, puisqu'en fait, si on allonge la durée de vie, il y a moins d'enjeux sur les transports de ces produits à travers le monde. Et puis, on a aussi des solutions qui nous viennent du monde de la mer. Je ne sais pas si vous connaissez Algama, pour certains d'entre vous peut-être. Algama, en fait, ils utilisent des micro-algues pour remplacer les œufs. D'accord ? En plus, aujourd'hui, ils connaissent un franc succès, parce qu'évidemment, avec la crise en Ukraine, le prix de l'œuf a explosé, et donc ça devient rentable pour les industries agroalimentaires de remplacer les œufs par des algues, ce qui n'a aucune incidence sur le goût. Ils travaillent avec des boulangers et autres, et ils font même de la béarnaise ou de la mayo grâce à des algues. Et en plus, le fait de cultiver des micro-algues, ça absorbe du carbone, bien évidemment. Et il y a beaucoup d'experts qui prédisent qu'on devrait intensifier justement cette culture d'algues, puisqu'en fait, il faut savoir que qu'est-ce qui absorbe le plus de carbone dans le monde? C'est les océans, justement grâce à ces micro-algues, grâce aux vivants dans le monde marin. Et donc, il y a une vraie logique d'agriculture qui doit être développée autour des océans, justement pour créer les produits alimentaires de demain, la nourriture de demain, les ingrédients pour l'industrie agroalimentaire, par ce biais-là. Et donc, ils sont en train de cartonner, justement, puisqu'il y a un apport écologique et un apport économique par ce biais-là. Parce qu'il faut savoir que l'élevage de poulets et autres, c'est une catastrophe en termes de bilan carbone, sans parler du bien-être animal, parce que vous avez vu, encore en France, c'est réglementé, mais dans certains pays, on peut mentionner l'Ukraine, c'est plusieurs millions d'animaux qui sont dans les élevages. Autant vous dire, les conditions sanitaires ne sont pas terribles. On va pouvoir aller vers une agriculture sans limite. Ici, c'est Interstellar, une start-up qui propose de faire des fermes dans des pods qu'on puisse mettre n'importe où pour justement limiter les besoins en eau, en soleil, et ainsi de suite. Et ils sont en train de travailler notamment avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir créer des fermes en plein désert grâce à ces pods-là, qui soient autorégulés, thermorégulés même par les espèces vivantes à l'intérieur de ces pods. Et leur objectif final, pour eux, c'est de pouvoir mettre un pod n'importe où, même dans l'espace, sur la Lune, sur Mars, ainsi de suite, pour nourrir les êtres vivants où qu'ils soient, avec un impact écologique le plus minime possible. Donc on va arriver, et c'est là où c'est intéressant, c'est sur des fermes qu'on appelle des fermes urbaines, qui vont utiliser l'hydroponie, l'aquaponie, pour créer la nourriture de demain. Et ne vous méprenez pas, Amazon est une entreprise qui investit massivement dans les biotechnologies pour créer les semences des fermes urbaines, puisque pour Amazon, la nourriture demain sera créée dans les villes, sur les toits, directement au plus près du consommateur, grâce à ces fermes urbaines. Kimball Musk, le frère d'Elon Musk, a investi dans ces sociétés-là également. Donc des vrais sujets. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur la possibilité de produire de la biomasse pour l'ensemble de la population. On est plutôt sur de la laitue, des herbes, quelques tomates, des fraises. À terme, avec les améliorations, on estime que ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis, alors ça c'est mon dada, c'est l'édition génétique. C'est les fameux OGM dont tout le monde a parlé dans l'agroalimentaire. Eh bien, le biohacking, ou l'édition génétique, arrive aussi pour l'être humain. Donc on parle de Tech for Good. Sachez qu'aujourd'hui, si malheureusement vous êtes atteint d'une maladie génétique plutôt sur un seul gène, vous avez la capacité, enfin les laboratoires ont la capacité de créer un traitement pour justement éliminer ces maladies grâce à un traitement
liées à votre ADN pour changer l'ADN et derrière, évidemment, vous guérir. Les premiers tests ont été ont été faits récemment et il faut savoir que ça permet même d'avoir une empreinte au niveau immunitaire qui perdure dans le temps. Donc il y a un patient qui a été, on lui a injecté un traitement par ce biais-là il y a une dizaine d'années sur un cancer. Il était en phase 3, donc plutôt mal engagé. En 3 mois, il a été guéri et ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de rechute. Et en fait, ça reprend ce que la technologie qui a fait débat sur le vaccin du Covid, au niveau des ARN messagers. On est typiquement dans cette édition génétique pour vous soigner, avec plus ou moins de succès. Après, on peut débattre du sujet du vaccin là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de monter. Et à terme, on peut même estimer que notre ADN soit utilisé par des commerçants pour nous recommander le bon régime alimentaire, les bons produits à consommer. C'est ce que fait une société comme DNA Nudge à Londres. Vous pouvez aller dans leur boutique, vous faites un test ADN et derrière vous avez une application mobile, vous allez en magasin, vous scannez les produits que vous voulez acheter et vous diront si ça correspond ou pas à votre profil ADN. À valider. Et puis surtout, le fait de faire de l'édition génétique, c'est que ça va créer la nourriture de demain. Aujourd'hui, que ce soit Finless ou d'autres, j'ai la capacité de créer de la protéine animale grâce à des bactéries. Pour faire court, j'ai des bactéries, je change leur ADN, je les programme pour dire il faut que tu me produises des protéines, je sais pas moi, de cochon ou de vache. Je les nourris avec du sucre et du méthane. Et derrière, ils vont me produire, alors c'est pas très bon, enfin c'est pas très joli, c'est plutôt une bouillie de protéines de porc que derrière je peux reconstruire pour faire, je sais pas, une côtelette ou que je peux reconstruire si c'est du poulet pour faire un nugget. Mais ça, du coup, quand vous voyez l'impact de toute la chaîne pour la production de viande, et tous les enjeux et les débats qu'il y a aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est une solution pour du coup limiter l'impact agricole vis-à-vis de l'ensemble de la nourriture nécessaire pour nourrir les animaux, les problématiques de bien-être animal également, et derrière, en plus, le méthane peut être utilisé à partir des rejets de sites industriels. C'est ce que fait une société californienne qui s'appelle Calista, qui, eux, produisent des protéines de poisson à destination des fermes de saumon. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour faire 1 tonne de nourriture pour les saumons, il faut pêcher 6 tonnes de poissons sauvages. Ce qui est juste une hérésie en soi, au niveau écologique. Et donc Calista, il propose une alternative, c'est de produire, grâce à ces bactéries, cette nourriture pour les élevages de saumon, et du coup s'affranchir des 6 tonnes et des ravages des côtes au niveau de nos océans. On a également, même dans la cosmétique et dans le textile, des solutions. Une société qui est basée à Vitry-sur-Seine, d'ailleurs, qui s'appelle Synovance, qui, eux, vont pouvoir coder ces mêmes bactéries, ils vont les nourrir avec des déchets des industries agroalimentaires pour créer quoi? Les colorants pour la cosmétique et l'industrie du textile. Il faut savoir que pour faire un jean, on pollue 5000 litres d'eau. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc en soi aussi, c'est une hérésie écologique. Et donc par ce biais-là, Synovance va dire à des bactéries de créer des colorants qu'ils vont pouvoir utiliser pour le textile sans avoir à utiliser des produits chimiques et qui polluent de manière irrémédiable l'eau qu'on a dans les rivières et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment à suivre de très très près pour changer la donne justement sur notre quotidien par ce biais-là. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle la biologie de synthèse. On va manipuler l'ADN, on va manipuler des bactéries pour leur dire quoi faire en fonction de nos besoins. Et dites-vous, on n'est qu'au début. C'est vraiment un des plus gros changements qu'il va y avoir dans nos sociétés, dans le monde, sur les 10 à 15 prochaines années, quels que soient les secteurs de la santé à l'agroalimentaire et peut-être même à notre quotidien. On va même pouvoir stocker l'ADN. On parle beaucoup des data serveurs, que ça coûte énormément d'argent de les refroidir. Sachez que pour vos archives, il y a des alternatives. C'est-à-dire qu'on peut stocker de l'ADN, on peut stocker des informations numériques dans de l'ADN. Donc l'ADN, c'est un code à 4 lettres. On passe du 0,1 sur ces 4 lettres. Et puis, quand on a besoin de les lire, alors c'est là où ça prend un peu de temps, il faut 24 heures parce qu'il faut déchiffrer l'ADN. Donc c'est pas tout à fait possible pour du temps réel, mais en tout cas, ici, Biomemory, c'est une petite capsule qui fait à peu près 2 cm. Vous avez l'intégralité de Wikipédia qui est stockée dedans. Et cette pièce, ici par catalogue, pourrait potentiellement, bon, même dans cette pièce-là, on pourrait stocker l'ensemble des données du monde digital de la planète entière, dans cette seule pièce.
si c'était stocké dans de l'ADN. On a également Grow Your Own Lab, Your Own Cloud, pardon, qui est une société américaine qui propose de stocker l'ADN dans des arbres, dans des feuilles de plantes, justement pour l'archivage. Donc peut-être que demain, on arrivera à faire de la lecture en temps réel d'ADN d'espèces. Donc auquel cas, le cloud on dira ça peut-être un tree ou leaf pour se connecter à ces informations-là. En tout cas, c'est en train de se mettre en place et Microsoft investit massivement sur ces sujets-là, qui est plutôt sur de l'archivage maintenant. On va également, je vous parlais de design, le bioleaching ou biolixiviation. Alors si vous êtes fort au Scrabble, vous arriverez peut-être à le placer celui-là. Ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des organismes vivants, on va broyer des déchets électroniques et on va utiliser des organismes vivants pour récupérer les métaux rares tels que l'or. 15% de l'or mondial est stocké dans des déchetteries. Donc c'est là où tout est l'enjeu du design des produits, notamment électroniques, c'est que si on repense tous ces éléments-là, on va pouvoir optimiser l'usage de ces technologies-là pour récupérer les métaux rares et donc aussi créer une forme d'indépendance vis-à-vis de certains pays qui ont la main mise sur l'exploitation et la transformation de ces métaux, bien évidemment. Donc au niveau géopolitique, c'est aussi des enjeux, au-delà de simplement du business et de l'aspect positif pour le climat. Et puis, j'étais obligé de vous parler un peu de crypto, c'est mon autre dada. On peut aussi rémunérer les comportements écologiques. Ant Forest en Chine, donc qui est une filiale financière d'Alibaba, le fait déjà depuis un nombre d'années. En fait, votre score crédit évolue en fonction de votre consommation éco-responsable au sein de l'application Ant Financial. En Afrique, ici, on a Trashcoin, c'est au Nigeria, qui va rémunérer en crypto-monnaie les personnes qui ramènent et qui collectent le plastique. Et ensuite, ils peuvent, du coup, avec cette crypto-monnaie, payer l'école des enfants, payer leurs factures ou s'acheter à manger, ainsi de suite. Donc on a une forme d'incentive à ces comportements-là, ce qu'on retrouve un petit peu dans certaines enseignes, comme Carrefour, avec le fait de ramener les bouteilles, d'avoir une forme de cashback. On voit les bouteilles en verre qui reviennent aussi avec la consigne, ainsi de suite. Du coup, on a toutes ces logiques-là qui peuvent être mises en place. On peut même avoir, et ça c'est intéressant, on parlait de greenwashing tout à l'heure auprès des entreprises. Du coup, si moi, j'apporte la traçabilité et la transparence grâce aux technologies blockchain, que je fais bien tous les process derrière, je peux enregistrer tous ces éléments-là. Et derrière, on pourrait avoir une association tierce qui va certifier que toutes les opérations ont été bien menées par l'entreprise, créer une forme de badge ou de NFT enregistré dans la blockchain pour dire cette entreprise, je la certifie comme respectant bien les règles éco-responsables de recyclage des plastiques, des cartons et ainsi de suite. On va passer à l'électrique. Alors on ne va pas faire de débat sur le bilan carbone global. En tout cas, Walmart vient de passer un accord pour développer sa flotte de camions en full électrique sur la proximité. Maintenant, il y a un vrai sujet. Même nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on a besoin d'une voiture qui pèse plus d'une tonne pour déplacer 90% du temps une personne sur moins de 10 km? Je ne suis pas persuadé. Sauf que la majorité de l'énergie utilisée aujourd'hui pour se déplacer, c'est pour déplacer qui? La voiture, pas nous. Donc, les voitures électriques, c'est très bien. Maintenant, il faut peut-être changer la donne et la façon de repenser le véhicule. Et j'aime beaucoup cette voiture qui s'appelle KG, donc Kilo, qui était présente au Vivatech, où là, pour la livraison de proximité de centres urbains, c'est une voiture qui pèse simplement 250 kg, qui a 200 km d'autonomie et qui peut porter jusqu'à 500 kg de marchandises pour la livraison intra-urbaine. Donc peut-être repenser sur des nouvelles logiques. Et puis il y a 3 boutons, hein, vous voyez, c'est en haut, en bas, il n'y a pas d'électronique embarquée. C'est une autre façon aussi de repenser la livraison. Ce qui me fait penser à une enseigne comme Picnic, qui propose aussi la livraison full électrique sur des points de convergence au niveau des clients, qui est assez bien pensé aussi. Donc il y a tout un travail sur la livraison qui est à repenser. Mais aussi, et c'est là où on a un peu d'espoir, peut-être on va aller vers des nouvelles générations de centrales nucléaires, des centrales nucléaires à sel fondu, qui permettrait d'éviter, donc c'est un problème dans la centrale nucléaire et qu'elle coule ou qu'elle explose, il y a moins de danger pour les populations environnantes parce qu'il n'y a pas de radioactivité qui est émise parce que le sel fait office de barrière. Et ce qui permettrait ici, donc sur ces MSR de Seaborgs, qui est une société qui propose, enfin qui a pour projet de créer des centrales nucléaires à proximité des villes
qu'on puisse poser, dès lors qu'il y a une source d'eau pour refroidir évidemment le cœur de la centrale. Et derrière, ça veut dire que demain, potentiellement, je peux avoir, imaginons, alors moi je suis Rochelais, je pourrais imaginer avoir une centrale nucléaire dans le port de La Rochelle pour alimenter l'ensemble de la ville et l'ensemble des magasins ou l'ensemble des sites industriels, sans qu'il y ait de risque pour la population. D'accord ? Donc il y a des choses qui sont en train de... Alors on est vraiment au tout début, hein, mais il y a des choses qui commencent à émerger, et ce qui me fait dire qu'effectivement il y a des vrais espoirs, en tout cas que la science puisse nous sauver du mauvais pas dans lequel on est aujourd'hui, puisque effectivement si on ne fait rien, peut-être que demain la météo ne sera pas 40 degrés, mais des tornades de feu et des 50 degrés à droite à gauche, et là ça va être plus compliqué de pouvoir survivre, et évidemment... Moi, je pense que c'est la technologie qui va nous sauver. Donc, c'est pour ça que c'est très important, même pour l'ensemble des entreprises, de tout secteur, de scanner toutes ces deep tech, donc ces sociétés qui proposent des solutions technologiques de rupture pour changer la donne, puisqu'effectivement, c'est, à mon avis, elles qui vont pouvoir nous amener vers le haut et une sortie positive. Et je vous remercie.